Merci, bonsoir et merci d'être là. Il y a une espèce de nervosité quand on présente la règle du jeu parce que, alors d'abord en plus, on a relativement peu de temps après pour en parler, et puis parce que je pense qu'on a peur que quelque chose ne passe pas et que des gens ressortent en se disant oui, bon, c'était ça en fait, on en fait tout un plat. Parce que effectivement, ce film peut avoir cet effet à première vision. Donc je ne sais pas si certains viennent le voir pour la première fois. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'impression d'être un médecin. Si jamais il vous glisse un peu dessus la première fois, ça peut arriver à des gens très bien. Simplement, voilà, j'espère quand même que ce sera un immense événement dans votre vie. Je ne peux pas m'empêcher d'espérer ça. Et puis c'est un film dont François Truffaut, grand renoirien, vous le savez, François Truffaut disait c'est vraiment le film pour lequel on a envie de revenir le lendemain, le revoir en se disant comment ça va se passer demain. Parce qu'il y a cette impression telle de vie et de vie qui déborde le cadre, qui déborde du cadre pour des raisons formelles aussi, qu'on a l'impression qu'effectivement à chaque vision, quelque chose de nouveau va se produire et j'atteste que c'est le cas quand on le voit beaucoup de fois. Alors, pour le situer rapidement, et puis j'espère que vous resterez après et qu'on rentrera vraiment dans le film une fois que vous l'aurez vu, c'est un film qui est tourné à un moment, vous le savez bien, à la veille de la guerre. C'est pas rien, mais surtout, ce qui choque énormément Renoir, ce sont les accords de Munich en 1938. Donc les accords signés par les premiers ministres anglais et français avec l'Allemagne nazie. Et donc voilà, énorme déception aussi post-Front populaire. Pour ceux qui sont venus auparavant, vous savez que Renoir a eu un moment d'espoir Front populaire. Et puis assez vite, il y a une forme de désillusion, et notamment dans la foulée des accords de Munich, il y a aussi l'échec de la grève générale, etc. Donc là, il y a quelque chose qui se referme, et bien sûr les bruits de bottes. Et pour ceux qui sont venus voir La Grande Illusion, le film de 1937, il en était déjà question des bruits de bottes. C'était un film sur des prisonniers de guerre pendant la Première Guerre, mais il y avait cette phrase de Boieldieu, Pierre Freinet, qui disait le pire, c'est les bruits de bottes. Donc évidemment, Renoir est très conscient de tout ça. Donc il y a un soubassement, disons, sociopolitique au film. Mais évidemment, ça n'est pas du tout que cela. Ce film. Et juste pour vous dire quelques autres des inspirations, qui sont toujours quelque chose d'un peu mystérieux et surdéterminé, bien sûr. Premièrement, Renoir dit qu'il a écouté de la musique baroque, beaucoup de musique baroque, et que l'atmosphère générale du film, de cette légèreté virevoltante, mais en même temps, au-delà de cette légèreté, lui vient de la musique baroque qu'il a écoutée. Et puis, au niveau, cette fois-ci, de l'intrigue amoureuse et du scénario, il s'inspire à la fois de Beaumarchais, de Marivaux, et plus précisément aussi, alors là, presque un siècle plus tard, des Caprices de Marianne, d'Alfred de Musset, 1833, avec cette espèce de schéma, mais qui au fond est déjà très renoirien, sans même qui est une femme et 3 hommes. Il y a 2 femmes notamment dans le film et 3 ou 4 hommes autour d'elle. Donc il a relu Les Caprices de Marianne et l'intrigue du film en est quand même imprégnée. Mais là encore, ce n'est pas du tout une adaptation des Caprices de Marianne qu'il aurait faite comme ça parce qu'il lui fallait un sujet. C'est un moment de cristallisation où tout ça, tout à coup, répond aussi à la nécessité pour lui de faire ce film-là. Donc j'espère que cette nécessité et ce côté quasi, de l'ordre de quelque chose qui devient presque parfait à ce moment-là de sa carrière, vous touchera. Et puis, dernier point, par contre, le film a été plutôt mal reçu, alors peut-être de manière moins catastrophique que lui-même l'a dit, puisque les réactions du public étaient mitigées, celles de la critique aussi, c'était pas une horreur absolue. Mais en même temps, quand lui est allé voir le film en première ou en avant-première, il y a eu des gens qui ont essayé d'allumer des journaux, enfin des gens d'extrême droite dans la salle, qui connaissaient Renoir pour ses positions de gauche auparavant. Et puis aussi tout simplement des gens qui ne comprenaient pas l'intrigue du film parce que ce film a été amputé, et d'abord par Renoir lui-même, puisqu'il joue dans ce film et que son coproducteur, il coproduisait lui-même avec d'autres, lui a dit mais c'est pas possible, tu joues très mal, tu t'en rends compte, et donc lui-même par doute
à couper de beaucoup le film et à enlever des scènes. Et quand il commence à croire ce que les autres lui disent, Renoir, c'est un vrai problème parce qu'il ampute ses propres films. Donc c'est ce qui s'est produit. Et heureusement, au cours des différentes rééditions, je vous passe le détail là, mais on a retrouvé énormément de boîtes. C'est pas lui qui a retrouvé énormément de boîtes, y compris avec des rushs. Et donc, le film a été remonté dans son intégralité, y compris une scène qui a été mise, pas dans l'ordre où Renoir avait voulu au départ la mettre, mais peu importe, il l'a absolument approuvé et le film est finalement ressorti en 1965 dans la version qu'on connaît maintenant. Donc c'est un film qui a aussi une histoire dans ses différentes longueurs qui explique pourquoi les gens qui voyaient la version de 85 minutes étaient peut-être quand même très déroutés au niveau de l'intrigue, alors que nous, il va durer, je ne sais plus, 105 ou 110, 110 minutes. Voilà. Bon, juste une petite chose sur les acteurs, puisque vous voyez leurs noms. Certains, vous les connaissez. Julien Carrette, qui est déjà dans La Grande Illusion, Gaston Modot aussi. Mais ce n'étaient pas toujours les acteurs prévus, à part cela, pour le film, puisque je crois que Gabin devait jouer le rôle finalement tenu par Roland Toutain, qui jouait notamment Rouletabille dans d'autres films. Et Claude Dauphin devait jouer le rôle qui va finalement être attribué à Marcel Dalliot, le fameux Rosenthal de La Grande Illusion. Casting de toute façon génial, comme très souvent avec Renoir, mais en tout cas qui n'était pas forcément l'idée première. Et puis Simone Simon, si vous avez vu La Bête humaine, le film qui précède le film de 1938, qui joue donc Séverine dans La Bête humaine, devait jouer un rôle finalement attribué à une actrice qui ne lui ressemble en aucun point, qui est Nora Gregor, princesse Starrenberg, qui avait arrêté, un peu comme Grace Kelly, qui avait arrêté d'être actrice, mais qui avait toute une carrière d'actrice, notamment à la scène à Vienne, je crois, et qui donne une tonalité aussi tout à fait différente. Imaginez Simone Simon à la place, c'est tout autre chose. Mais il me semble que le casting, l'art du contre-emploi est aussi l'un des talents de Jean Renoir. Voilà, j'ai déjà été trop longue, mais bon film. De cette ouverture assez extraordinaire, j'allais dire en direct, hein, en tout cas selon ce qui ressemble au comment on appelle ça, au dramatique télévisé en direct de la télévision. Et vous savez que Jean Renoir, plus tard dans les années 50, va fortement s'intéresser à ce principe de tournage, avec notamment le testament du docteur Cordelier. Donc, ce début à la radio, qui est l'une des bizarreries, on pourrait dire, du film, hein, qui est construit, vous l'aurez compris, par blocs, un peu hétérogènes en durée et hétérogènes aussi dans leur régime d'image, on pourrait dire. Alors ce début, je ne sais pas ce que vous en faites. Peut-être qu'une fois arrivé à la fin, vous l'aviez un peu oublié, je ne sais pas. En tout cas, il me semble qu'il a le mérite, outre son étrangeté et son aspect in medias res, hein, cette façon de nous absorber tout de suite dans une urgence de quelque chose qui est en train de se dérouler et qui est évidemment une façon intelligente de rentrer dans le principe formel du film, c'est-à-dire, j'allais dire, ce qui est lié à son mouvement de caméra majoritaire et qui serait le panoramique, hein, quand la caméra pivote sur son axe. Pourquoi ? Parce qu'elle semble suivre quelque chose qui se passe, mais à un moment, elle suggère aussi par ce mouvement qu'il y a toujours autre chose de part et d'autre du cadre. Vous avez vu que le film, donc à sa première restauration en 1959, est dédié par Jean Renoir, qui à ce moment-là ajoute le carton sur la veille de la guerre, puisqu'évidemment en 1939, le carton n'existait pas. Hein. Donc au moment de cette restauration en 1959, il dédie le film à André Bazin, le critique André Bazin, qui était mort en novembre 1958 et qui était l'un des rares critiques à avoir eu autant d'admiration, on pourra dire, parmi les cinéastes, et notamment il avait l'admiration de Jean Renoir, sur qui il avait écrit. Et pourquoi ? Parce que justement c'est lui qui avait le plus écrit sur la profondeur de champ chez Renoir. Profondeur de champ, vous savez, ça signifie, et c'est pour ça que le problème de cette restauration numérique, voilà, c'est cette zone un peu floue sur la droite est fâcheuse, parce que
justement, la profondeur de champ, c'est tout simplement la zone de netteté des plans différents, du premier, deuxième, troisième et même quatrième plan dans la scène très complexe de la très longue poursuite dans le château. Donc André Bazin a beaucoup écrit sur cet usage de la profondeur de champ, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres films de Renoir et dès ses débuts, avec tout ce qu'il a fait pour trouver les bons objectifs, même si ce n'étaient pas des objectifs d'époque, pour avoir cette netteté maximale. Et ici, il la pousse très très loin, puisqu'il va obtenir non seulement cette profondeur dans l'image, notamment par exemple cette scène assez drôle où Christine disons, explique à ses amis quelles sont ses relations avec l'aviateur André Jurieu, et où on voit très bien derrière Renoir et Dalliot, donc le marquis de la Chênaie et Octave, faire à la limite l'épître, ou en tout cas mettre sérieusement en doute dans leur mimique faciale ce qu'elle est en train de dire, à savoir finalement l'amitié entre hommes et femmes, c'est possible. Et on voit qu'ils sont en train de miner ça de manière quasi chapelinesque derrière. Évidemment, ça c'est impossible s'ils étaient flous. Donc, bien sûr qu'il fait un usage extraordinaire de la profondeur de champ qui va culminer dans la scène où on ouvre des portes, à la fois ultra théâtrale, on pourrait dire, dans la scène de la poursuite à l'intérieur du château, ultra théâtrale, mais en réalité ultra cinématographique, puisqu'il n'y a qu'au cinéma qu'on peut justement pivoter de cette façon, et donc utiliser à la fois cette profondeur de champ qu'on peut connaître au théâtre avec des décors profonds, mais aussi ce que Bazin a appelé la profondeur de champ latérale, c'est-à-dire justement comment faire ressentir au spectateur qu'il y a des choses autour aussi sur les côtés. Alors je vous disais ce mouvement panoramique, bien sûr, qui est le vecteur principal de cela, mais aussi finalement l'utilisation des sons hors champ, c'est-à-dire maintenant c'est devenu un peu monnaie courante, mais de faire entendre énormément de dialogues qui se chevauchent, énormément de bruit, enfin toute une richesse comme ça sonore, sans nous montrer la source à l'écran, ou en tout cas sans nous la montrer tout de suite. Alors juste une petite note sur le panoramique, c'est pas seulement dans la fameuse scène, la très longue scène de la poursuite qu'il est utilisé, bien entendu. C'est vraiment le principe du film, y compris donc, dans ses premières séquences dans les appartements des La Chênaie à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce mouvement qui est un panoramique mais aussi un peu travelling de la caméra, où tout à coup on entend dire Lisette, et là la caméra se tourne vers Lisette qui est en train de tirer les cordes d'un rideau et se rapproche d'elle. Et ça fait une espèce de coup au cœur, alors du point de vue rythmique, mais aussi ça prend sens, c'est-à-dire que tout à coup sont reliés les maîtres et la domestique de manière inattendue, et ça va être poursuivi. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel les rapports entre maître et domestique en miroir sont extrêmement poussés. Alors, ils sont poussés sur le principe, si vous voulez, Beaumarchais, mais encore plus radicalisés, et je trouve encore plus sombres. Je dis sombre parce que... alors, donc, le haut, le bas, enfin voilà, toutes les scènes, ça c'est dans la structure du film, tout ce qui se passe à l'office. Mais finalement, qu'est-ce qu'on se dit alors ça c'est le côté un peu, je disais un peu social et politiquement assez fort du film. C'est-à-dire que en fait, contrairement à son inspiration XVIIIe siècle, il me semble que les domestiques ici ne sont pas disons une classe alternative à l'aristocratie. Ils sont montrés plus du tout selon une vision, on pourrait dire, lutte des classes, Front populaire, tel que Renoir l'a travaillé encore dans Le crime de Monsieur Lange, par exemple. Mais finalement, quels propos tiennent les domestiques pendant la longue scène de dîner des domestiques? Ils ne parlent que par phrases stéréotypées, que par principe. Moi, je mange jamais de conserve, dit celui qui en fait se sert des cornichons en conserve. J'accepte les régimes, mais pas les manies. Voilà. Enfin, on pourrait presque les citer en alexandrin. Ce ne sont que des principes comme ça, des principes de vie figés. Et d'autre part, plus grave, les discussions portent aussi sur une forme de xénophobie et d'antisémitisme. Donc finalement, on n'a pas du tout une représentation de la classe populaire qui est plus reluisante
alors sans parler du fait que, bien entendu, l'adultère se pratique des deux côtés. Mais en tout cas, on n'est plus politiquement dans cette mouvance Front populaire qu'on pouvait voir dans les films des années 35. Donc voilà. Alors je digresse, mais parce que ce que je voulais vous dire aussi de ce fil, de ce premier fil de radio, c'est que justement, il relie l'espace public, ô combien public, puisque c'est l'atterrissage de l'avion avec tous les médias et la foule, à un espace très privé et différent, qui est celui de la chambre de Christine de la Chesnaye, et de cette aristocratie, de ces grands appartements parisiens. Et vous vous souvenez quand même, c'est pour ça que je dis qu'il est étrange aussi, que le plan aboutit derrière sa radio. Vous voyez, on voit le moteur de sa radio, pour ainsi dire. C'est quand même extrêmement étrange de commencer dans la chambre d'une femme, avec au premier plan les rouages derrière de cette radio. Et c'est comme ça que l'intrigue est lancée, puisque le mari aussi entend la radio. Donc c'est à mon avis, pas un hasard si le film est placé sous cet augure mécanique, d'objets mécaniques. Vous remarquerez que quand la femme rentre dans les appartements de son mari, où il met ses objets mécaniques, la voix qu'on entend à la radio, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui continue, la voix des informations qui continue et qui finit le sujet sur l'aviateur qui vient d'arriver, elle n'a plus la texture de voix, comme on dit, on the air, de voix radiophonique, il n'y a plus ce côté mécanique, on entend ce que dit le speaker comme s'il était dans la pièce. En revanche, le relais me semble là pris par tous les objets mécaniques, qui sont des accessoires très très importants, bien sûr, du film. Donc la collection d'objets mécaniques de la Chesnaye, qui est assez extraordinaire, et sur laquelle on peut se poser des questions, et qui aboutit à la scène, je dirais, oui, intense, enfin cette espèce d'apogée qu'est l'exhibition du limonaire. Parce que, évidemment, les gens se sont posé la question sur mais qu'est-ce que c'est que ce récit ? Est-ce qu'il a combien de parties ? Enfin, il y a quelque chose dans cette coulée qui commence à la Collinière et qui ne semble ne plus s'arrêter. Et effectivement, le film est inégal, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette espèce de toutes les scènes avant d'arriver à la Collinière nous semblent rétrospectivement, me semble-t-il, comme une longue exposition, et que c'est vraiment à l'intérieur du château, à partir du moment où les arrivées sous la pluie se font, que là, quelque chose est lancé qui ne s'arrête plus, qui ne s'arrête, disons, que avec la mort. Évidemment, là-dedans, à l'intérieur de ça, il y a ce trou, cette autre scène extrêmement hétérogène et à teneur documentaire comme l'ouverture, et qui est la scène de la chasse, évidemment. Et qui choque par son aspect, même visuellement, sa texture visuelle différente. En fait, elle nous choque aussi, bien sûr, par son contenu. Il y a, je crois, 16 morts, 16 animaux morts, je crois que quelqu'un a compté. Elle nous choque aussi sans doute parce que, j'aime bien à chaque fois revenir sur cette question de rythme, le film est composé, là encore quelqu'un a compté, moi je ne suis pas très... je crois que quelqu'un a compté 336 plans dans ce film en tout, donc plans, c'est-à-dire coulées de pellicules sans coupe. C'est très peu, hein. Un film hollywoodien c'est à peu près 1200. Donc vous voyez, c'est un film qui est ce panoramique, ce mouvement panoramique ou ce panoramique travelling permet de ne pas couper et permet, comme on l'a vu avant à Renoir, de faire travailler ses acteurs en profondeur aussi, de saisir aussi quelque chose dans son développement. Donc il y a assez peu de plans dans le film, les plans sont longs, d'où le fait d'ailleurs parfois qu'il faut refaire une prise, c'est assez difficile. Par exemple, le tout petit moment qui est assez délicieux entre Marceau et la Chesnaye, quand Marceau prend la Chesnaye à part derrière ce pilier et qui commence à parler des relations entre les femmes et les hommes, et du harem, etc. C'est une scène qui a coûté beaucoup de travail aux acteurs, puisqu'il y a eu 17 prises
par exemple, pour cette scène. Donc, évidemment, quand on fait des scènes moins coupées, on fait moins de chant contre chant, évidemment, quand il faut refaire, c'est aussi beaucoup plus coûteux. Mais finalement, Renoir en était très content à l'arrivée. Donc, je disais, le film a peu de coupes, mais la scène de la chasse, dont, si je comprends bien, Renoir, pressé par le temps, parce que le tournage a pris du retard à cause du mauvais temps, justement, pour les extérieurs en Sologne. Finalement, il a dû repartir tourner les intérieurs à Boulogne avec son équipe, et il a délégué, je crois que c'est ce que je comprends dans mes lectures, il a donc délégué, mais avec des instructions évidemment très précises, les plans à prendre de la chasse. Comment il appelait ça dans ses notes, dans son scénario? Il appelle ça le documentaire de chasse. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose de l'ordre d'un autre régime d'image, au cœur même de cette fiction, de ce tourbillon très théâtral, ou si on veut, ou de cette légèreté. Et évidemment, ce qui nous choque, c'est la mort des animaux, mais c'est aussi qu'il y a 50 plans. Il y a 50 plans dans ces quelques minutes. Donc c'est extrêmement coupé, enfin haché. Et bien entendu, et d'ailleurs c'est souligné par Marceau qui dit « il a boulé comme une bête », la mort du lapin trouvera son écho dans la façon dont Jurieu tombe quand il est tué par Schumacher. C'est une évidence, mais enfin je le dis tout de même. Donc bien sûr, la séquence de la chasse, elle est centrale, et c'est pour ça que je parle de trou, parce qu'il me semble que là, il y a quelque chose qui est troué dans la bonne mécanique sociale de cette bonne société qui se prépare à s'amuser. Et elle est trouée aussi, et c'est là où je trouve ça encore plus intéressant, par la scène de la lunette d'approche. Si vous êtes venu voir Boudu, vous vous souvenez que c'est comme ça que le libraire Lestingois apercevait pour la première fois Boudu. Il avait une longue vue, puis il regardait sur les quais de la Seine, et tout à coup, au lieu de regarder les jambes des femmes, il tombe sur ce clochard qui se balance à l'eau. Voilà. Et c'est comme ça qu'arrive Michel Simon Boudu dans le film, donc avec un instrument d'optique. Alors, cette scène de la lunette d'approche, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour ça que je parle de trou. Moi, il me semble qu'il y a là une ruse extraordinaire, enfin, qui fait la saveur du film, qui est bien sûr cette ironie, qui est que Christine comprend que son mari a une maîtresse au moment où le mari est en train de donner son baiser d'adieu. Or, qu'est-ce qui est dit sur cet instrument, cette lunette d'approche, par le personnage à lunettes qui s'appelle Berthelin? Il dit oui, alors je ne me souviens plus du texte exact, mais vous l'entendez, ce texte, il fait la réclame. En fait, il fait la réclame pour cette lunette d'approche, il le dit de manière très peu naturelle, elle permet de vous accéder à toute la vie intime de cet animal, etc. Donc il parle d'une façon qui est entièrement stéréotypée et publicitaire. Et d'ailleurs, le personnage d'Octave, joué par Renoir, dit « tout le monde ment, la publicité, les médias, etc. » Le cinéma. Et d'ailleurs, il me semble que, je n'ai pas vérifié dans les textes préparatoires de Godard, mais il me semble que dans Pierrot le Fou, il y a une soirée où les gens ne se parlent qu'en langage un peu publicitaire, et je me demande s'il n'a pas trouvé l'inspiration là. Bon, en tout cas, c'est très étrange quand même, ce texte. Donc, en réalité, le type est en train de lui dire qu'il a accès à la vie, qu'elle a accès avec cette lunette à la vie intime de l'animal, sous-entendu l'animal Marie aussi. Et en réalité, elle se méprend. Elle se méprend à cause de cette lunette d'approche, mais en même temps, elle a quand même accès à une forme de vérité, puisqu'on lui dira beaucoup plus tard qu'en fait tout ça a lieu depuis 3 ans. Bon. Donc c'est une espèce de... Il n'y a pas de fond, si vous voulez, entre la vérité et le mensonge. Et ça, c'est bien sûr l'un des points baroques, on pourrait dire, du film, qui est justement, et l'un des points de réussite, me semble-t-il, de Renoir,
qu'on avait déjà vu avant, c'est-à-dire cette ambivalence, cette ambiguïté, là, elle est portée à un point où les contraires, on n'arrive plus à opposer les contraires. C'est-à-dire que on n'arrive plus à opposer, par exemple, les principes libertins des La Chesnais. Moi, je suis pour que tout le monde expose ses raisons. Je ne veux pas de barrière, je ne veux pas de mur, je ne veux pas de clôture, mais je ne veux pas de lapin. Arrangez-vous, mon ami. C'est très étrange, toutes ces contradictions. Ce La Chesnais, à mon avis, il donne la clé du titre du film, qui reste un petit peu mystérieux, la règle du jeu. Et La Chesnais, donc, ne veut ni barrière, ni lapin, c'est-à-dire qu'il ne veut ni interdire à sa femme d'avoir des amants, ni quand même la laisser partir vraiment avec Jurieu ou avec Octave. Donc c'est très étrange, c'est-à-dire que c'est un monde qui se présente comme libertin et en même temps qui est miné par une sorte de romantisme, de résidu romantique, puisque La Chesnais est montré plusieurs fois pleurant. On se demandait où était passé le thème de l'eau, dont on a parlé beaucoup pour Boudu, mais aussi pour les tout premiers muets de Renoir, tout ce qui dit sur l'importance de l'eau dans Partie de campagne, bien entendu aussi. On se demandait où était passé cet élément, et il se retrouve à la fin avec cette toute petite mare, avec cette grenouille, ce crapaud. C'est absolument sinistre. Et dans la composition, vous remarquerez que le garde-chasse, Schumacher, on croit au début qu'il est pendu. Enfin, moi, ça me fait toujours un coup au cœur. Il a une position qui fait que l'autre a peur de lui parce qu'il le voit, mais nous, on a peur parce qu'on se dit, ça y est, il s'est pendu. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'eau, et comme par hasard, c'est aussi le moment, c'est un petit moment expressionniste. Enfin, il me semble que là, il y a une tonalité, même visuelle, différente, et où tout le monde va se mettre à ruisseler de larmes. Bien sûr, Schumacher, mais aussi le marquis et aussi Octave. Et le marquis dit « Est-ce que je pleure, moi ?» Et Lisette, bien sûr, « Est-ce que je pleure, moi ?» Mais oui, il pleure. Donc voilà, c'est très paradoxal, cette société de libertins qui, en même temps, accueille en son sein d'abord une maîtresse de maison complètement romantique, et je dirais ouvertement romantique, puisque c'est la viennoise dans toute sa splendeur, dans toute la culture romantique que ça implique. Et bien entendu, le fil de la radio, du coup, relie aussi les deux personnages, on pourrait dire les deux innocents, a priori, du film, que sont André Jurieu et Christine. Dernier point, puis je vous laisse parler, parce que je dis le titre est mystérieux, peut-être que pour vous il ne fait pas mystère, mais il me semble qu'il est quand même crucial. Quand je dis que ce fil de la radio relie les deux amants potentiels ou actuels, parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre Christine et Jurieu déjà. Les deux innocents, donc, en fait, ce sont plutôt les deux qui ne croient pas au mensonge, a priori, puisque André Jurieu ne joue pas le jeu médiatique. Il dit exactement ce qu'il a sur le cœur. Voilà, j'attendais une femme, je suis très déçue, elle ne s'est même pas dérangée. Et puis, de l'autre côté, la Christine qui dit mais l'amitié entre un homme et une femme, comment ici on n'a pas le droit, mais alors j'ai tous les torts, etc. Et qui ensuite va faire cette espèce de démonstration d'innocence en recevant ses invités et en disant voilà quelles sont mes relations avec Jurieu. Bien entendu, tout ça ensuite est brouillé, mais c'est quand même les deux personnages, au début, on pourrait dire, qui n'ont rien compris au film, entre guillemets, en réalité, qui ne respectent pas un certain nombre de règles. Et c'est là où le film est quand même assez constant et sur cette question des règles. Qu'est-ce que c'est que la règle du jeu ? Il est beaucoup question dans le film des règles. Donc la première fois, c'est Octave qui engueule son copain en disant « mais tu t'es vraiment conduit comme un gamin, tu devrais jouer ton rôle de héros national et toi tu leur parles comme ça devant tout le monde, tu leur parles de Christine. » Donc première bourde, justement, du point de vue des règles
médiatique, social, des convenances, etc. Et puis ensuite, cette question des règles va revenir. Hein. Il y a des règles. Donc c'est évidemment ce que Jurieu va dire à Christine, va lâcher au visage de la romantique Christine, mais non, il faut d'abord que j'aille dire à ton mari, que j'ai une explication à ton mari, parce qu'il m'a traité en ami, etc. Horreur pour le romantisme, pour l'amour romantique. Oui, mais Christine, il y a des règles. Voilà. Donc à chaque fois, quelqu'un est là pour rappeler à l'autre, que ce soit à Jurieu ou à Christine, qu'il y a des règles. Et pourtant, me semble-t-il, c'est pas tout à fait la même chose que la règle du jeu, que quand le film utilise le mot au singulier. Donc, c'est pour ça que je dis que le film, le titre est à la fois un titre clé et en même temps qui, me semble-t-il, pose un au-delà de cette lecture un peu, un peu sociale, enfin sur la question de l'hypocrisie d'une certaine classe qui est en train de finir. Bien sûr, il y a de ça, mais pas seulement. Et donc la question de la règle, qui serait, mais de quoi, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit la règle, c'est beaucoup plus presque philosophique. C'est la question de savoir si le marquis, lui, quelle est la règle qu'il applique. Et il me semble que c'est là où le marquis de la Chesnaye, il lui arrive quelque chose de passionnant, enfin en tout cas moi c'est l'une des choses que j'adore dans le film, c'est qu'en fait il prend le pouvoir pour nous spectateurs sur le personnage d'Octave. Donc je m'explique. Alors après, si on n'a jamais vu jouer Jean Renoir, peut-être qu'on n'est pas habitué à son jeu et que ça met à distance. Ça, je ne sais pas. En fait, il me semble que Octave est un personnage qui, à la fois, n'arrête pas de se faire exclure, y compris du chant, et en même temps de revenir dedans, un peu comme Charlot, un peu comme Charlie Chaplin, dès ses débuts d'ailleurs, et en même temps dont on comprend au fur et à mesure que le film se déroule qu'il a un rôle d'orchestrateur, de chef d'orchestre très important. D'où la scène où il rappelle à Christine le souvenir de son père, chef d'orchestre, et où il fait le chef d'orchestre sur le perron. Mais bien entendu, sa phrase clé à lui, c'est « j'en fais mon affaire ». Donc, dès les appartements de Paris, ok, tu veux que ton mari invite ton amant, enfin ton futur amant, possible amant, à la Collinière, j'en fais mon affaire. Et puis il dit plus tard, après l'accident à Jurieu, ok, tu aimes Christine, tu la reverras, j'en fais mon affaire. Et puis il dit aussi à son ami la Chesnaye, tu veux que je t'aide à rompre avec ta maîtresse Geneviève de Marras, j'en fais mon affaire. Donc il en fait son affaire, il fait son affaire de beaucoup de choses. Et ça, c'est une sorte de pouvoir. Évidemment, on ne peut pas ne pas se dire que Renoir, jouant dans son propre film, met en abîme son rôle de metteur en scène. Vous en serez d'accord, j'espère. Et en même temps, quand on regarde, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis un raté. Et effectivement, quand il fait le chef d'orchestre, il n'y a personne, il n'y a pas de public. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez taraudant. Et puis, bien entendu, Octave, à la fin, il s'éjecte lui-même. Il organise tout, il est presque sur le point de partir avec l'amour de sa vie, et finalement, il délègue. Et non seulement ça, mais pire, il trahit son ami, et son ami meurt par sa faute. Donc c'est extrêmement grave, le rôle, si vous voulez, du metteur en scène. Et il me semble qu'il se représente lui-même, et ça c'est inouï, enfin, je ne connais pas d'autres films dans lesquels cette complexité-là est montrée. Il se représente lui-même comme un metteur en scène dépassé, je dirais, dépassé par les événements. C'est pour ça que quand on parle de hors-champ, de l'impression de vie autour, etc., du dérèglement qu'il y a dans le château et qui donne cette impression qu'il se passe plein de choses tout le temps et que la caméra essaye de suivre, mais qu'il y a encore autre chose autour, c'est aussi pareil, à mon avis, à l'échelle de Renoir lui-même. C'est-à-dire qu'il se montre comme un personnage voulant tout arranger, orchestrer, etc., et en fait dépassé par les événements,
à partir du moment où il ne peut plus sortir de sa peau d'ours, d'ailleurs. Et oui, voilà, il peut même plus, plus personne l'intéresse. L'histoire se continue sans lui. Les gens couchent les uns avec les autres, entre guillemets, sans lui. Et lui, il est là, et il est complètement pâteau dans son truc. Et puis, ensuite, il y a un écho de cela avec l'histoire des manteaux, qui vient plutôt de la vie de Marianne. Enfin, voilà, des échanges tragiques de substitution de vêtements. Mais en tout cas, c'est ça. Il est empêché. Et finalement, il est exclu de la dernière scène du film. Il n'y est plus. Il est déjà parti. Donc, ce qui me semble extraordinaire, moi, dans le film, c'est ça. C'est-à-dire, à bas bruit, celui qui pourrait nous paraître le plus détestable des personnages, qui est le marquis. Voilà, parce que d'emblée, on sait que ce marquis, il a tous les codes sociaux. Il a non seulement l'argent, etc., mais il a aussi toutes les cartes en main et tous les codes sociaux. En réalité, c'est un super performeur qui, à force d'être un acteur extraordinaire, finalement est aussi un metteur en scène. Parce qu'il me semble que la dernière scène, c'est quand même ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est à la place d'Octave sur le même perron et il orchestre, il réécrit, je dirais, toute la scène qui vient de se dérouler. Un déplorable accident. Et non seulement ça, mais l'erreur, entre guillemets, de Schumacher, qui n'est pas d'avoir commis un crime, mais simplement, qui n'est pas de s'être trompé de bonhomme, mais qui serait de s'être trompé entre un braconnier et l'amant de sa femme. Donc c'est extraordinaire la façon dont il arrive à prendre le pouvoir, non seulement comme acteur, ça on l'attendrait de la part d'un marquis, mais il est quand même excellent, hein, et la façon, les façons qu'il a de se préparer avant d'aller parler à quelqu'un, hein, d'aller parler à son majordome, d'aller parler à son garde-chasse, etc. On voit bien que c'est ça. Il va faire sa scène et ça fonctionne, comme il fait avec le braconnier au début, Marceau, hein, et Schumacher. Comment il arbitre les choses entre eux et finalement il va recruter tel un metteur en scène, Marceau au début. Pareil, à la fin, il me semble qu'il a pris le pas, disons, sur Octave. Donc voilà, moi c'est l'une des choses que je trouve admirable et extraordinaire dans le film, et bien sûr appuyé sur le jeu et sur le travail sur le visage, disons la façon dont Renoir regarde et filme Marcel Dalliot, qui a un visage extraordinaire, qui a des gestes extraordinaires. D'abord, il est maquillé, hein, il est très maquillé, très gominé, etc. Et puis, à un moment, on dirait presque Louis de Funès. Enfin, on a l'impression que Louis de Funès s'est inspiré de sa gestuelle, et puis à d'autres, il est au contraire très, très élégant. Voilà. Bon, enfin, moi, en tout cas, c'est l'une des choses qui me plaisent le plus, c'est ce cheminement-là. Voilà. Alors là, j'ai parlé vraiment longtemps. Mais pardon. Voilà, je vous invite à... Vous parliez de la règle du jeu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeux, donc il y a plusieurs règles. Donc ça peut être à chaque fois la règle d'un jeu. Et alors, d'ailleurs, pour ainsi dire, dans la première scène, on découvre ça, puisqu'on est dans le jeu médiatique. Et comment il s'appelle, Jurieux. Il est dans le jeu amoureux. Donc ça commence déjà là. Bon, ils n'ont pas forcément pas les mêmes règles. Oui, il ne me semble pas qu'il soit dans le jeu. Enfin, évidemment, le terme jeu, c'est un petit peu... On lui demande d'être dans le jeu médiatique, voilà, c'est-à-dire d'être un héros. Lui, il est dans la passion, un amoureux, mais voilà, je ne pense pas qu'il considère justement l'amour comme un jeu, contrairement aux libertins chez qui il va être invité. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, mais pour nous spectateurs, on comprend qu'il est déjà... Il y a déjà, comment dire, il y a un désaccord. Quoi, tout à fait. Et il en mourra. Hein, je veux dire, oui, bien sûr, c'est le bouc émissaire là-dedans. Alors aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand on rentre dans le film, en fait, on ne rentre pas avec la... Je ne crois pas que ce soit avec la radio, c'est d'abord avec le poème de Beaumarchais, Voltiger, 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 en parlant de l'amour, les ailes de l'amour. Et donc, on arrive du coup, la radio et l'avion. Bien sûr, on est déjà dans la voltige, ça commence. Comme La Grande Illusion, hein, vous vous souvenez, au début, le mess des officiers, avec aussi, non pas une radio, mais un phonographe et ses aviateurs. Et alors ensuite, bon, on comprend qu'il est
que Jurieu est très triste parce que c'est pas son amoureuse qui est venue le chercher. Ils s'en vont en voiture, accident de voiture, et Renoir, Octave, d'ailleurs il s'appelle Octave et il était proche du chef d'orchestre, donc il a été élevé dans la musique. Lui-même, lui s'appelle Octave, il va être un peu chef d'orchestre pendant presque tout le film. Enfin, tenter de l'être. Ouais. Tenter de l'être, oui. Et comment dire, et donc il dit qu'il ne veut pas continuer, qu'il veut continuer à pied parce que il a eu l'impression d'être envoyé dans les airs et de voltiger. Tout le film est fait comme ça, quoi. Et je trouve, enfin bon, oui, si on reprend un système d'écho, de broderie comme ça. Oui, donc bon, on peut aller loin, mais voilà, je suis partie. J'ai trouvé que il faudrait reprendre tous les plans parce qu'en fait, il y a constamment ces rebondissements. Et oui, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeux. Il y a le jeu social, le jeu libertin amoureux. Alors ensuite, comme vous disiez, effectivement, le baroque et le romantique. Jurieu et Christine sont complètement des personnages romantiques et tous les autres... Mais Jurieu change en cours de route parce que quand il ressort à Christine l'histoire des convenances et du mari qu'il faut aller avec qui il faut avoir une explication avant de lui enlever sa femme, là tout s'effondre pour elle. Il devient un petit bourgeois, disons, comme les autres. Christine le dit, elle s'attendait à ce qu'il la prenne dans ses bras et qu'il l'embrasse. Là, c'est du romantisme à l'état pur. Et ça retombe comme un soufflet parce que lui, non, il faut respecter la règle. Oui, mais d'ailleurs, en fait, l'idée que ce ne sera pas le prince charmant, elle est en fait là dès le début, puisque vous vous souvenez qu'il répond au journaliste qui l'interviewe, il lui dit bravo, quel exploit, etc. Il dit non mais moi c'est la machine, hein, c'est la technique, c'est la machine. Et au fond, voilà, c'est pas parce qu'on est un aviateur qui fait techniquement des prouesses, évidemment tout ça c'est une surface de projection pour le public et notamment pour une femme. En fait c'est pas du tout un prince charmant, c'est pas parce qu'il s'envole dans les airs qu'il a cette légèreté. Pas du tout. Mais effectivement, oui. Et sur les règles, sur l'histoire des jeux, il y a aussi le jeu de bridge. Enfin, vraiment, dans plusieurs scènes, cette Charlotte qu'on appelle tu joues pas, la belote, etc. Donc il y a aussi les jeux de cartes. Et puis, il me semble que, quand je disais qu'il y a une sorte de prise de pouvoir, disons, sur nous, spectateurs, en tout cas dans le film, par le personnage joué par Dalio, donc le marquis de la Chênaie, c'est aussi parce que me semble-t-il, le marquis, c'est mieux que d'avoir une règle, comme tous les gens qui sortent leurs principes de vie, par exemple les domestiques, mais aussi d'autres, qui ont comme ça une règle dans la vie. Ou bien Madame la Bruyère, qui est comme ça très terre à terre et qui ne sait pas, qui confond des histoires de nègres, entre guillemets, et l'art précolombien, etc. Bon, toute cette espèce de bêtise, si vous voulez, de choses, de gens qui sont parlés par les autres et qui prennent des règles extérieures, des règles de convenance sociale et qui les appliquent dans leur vie pour essayer d'avoir des principes de vie. La supériorité, me semble-t-il, de la Chênaie, c'est qu'en fait, il n'arrête pas d'inventer des règles. Et c'est pour ça que quand au début du film, il dit « je ne veux pas de clôture, je ne veux pas de lapin, arrangez-vous mon ami », en fait, c'est absolument génial, je dirais, comme contradiction, parce que finalement, c'est quelqu'un qui réinvente une règle non dite, mais à chaque fois. Et c'est comme ça qu'il peut arriver à avoir la main, finalement, à la fin. C'est évidemment pas possible de jouer à part égale avec quelqu'un qui réinvente la règle d'un jeu. Imaginez que vous êtes en train de jouer à un jeu et quelqu'un est toujours en train de refaire les règles. Alors vous me direz, c'est très infantile, mais en l'occurrence, c'est lui qui a l'argent, le mariage, la maîtresse, etc. Donc... Il a un côté enfantin parce que il y a des moments, on dirait un enfant qui boude, il fait des caprices, il se comporte parfois comme un enfant. Oui, tout à fait. Mais j'allais dire, c'est mis à son crédit. Il y a 3 personnages au moins enfantins qui seraient Jurieu avec sa grosse bouille et ses manières, complètement de parler de ses histoires d'amour alors que toute la France, voire le monde, écoute. Et puis, lui et Octave, quand même, aussi.
Et Octave, avec ses histoires d'œufs au jambon, voilà, tout à coup, il passe de la tristesse jouée. Hein. Tout le monde, bien sûr, joue un rôle. Hein. Quand il fait cette ruse pour réussir à faire inviter Jurieu par Christine d'abord, puis par le mari ensuite, le film ne nous cache pas, il nous montre un personnage qui est en train de jouer un rôle. Donc il dit j'ai envie de me mettre dans un trou, j'ai envie de disparaître pour que son ami soit finalement invité à la Collinière. Donc bien sûr qu'il joue un rôle, mais il le joue aussi de manière assez enfantine. Et c'est pour ça qu'il se retrouve aussi dans la peau d'ours. C'est pas très subtil la façon dont il joue, à tel point que les cartes finissent par complètement lui échapper à la fin. Cette théâtralité, quand même, c'est quelque chose d'énorme dans le film. Le rapport au théâtre. On en a déjà parlé, puisque je reconnais certains d'entre vous, et que vous avez donc vu, et le petit théâtre de Guignol qui ouvre la chienne, et dans La Grande Illusion, toute cette longue scène de théâtre, les costumes, voilà, les travestissements, l'interruption par la Marseillaise du spectacle, mais tout à coup un autre spectacle se joue sur la scène, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Même dans Boudu, il y a cette scène du rêve, du fantasme, du satyre avec les pipeaux, une espèce avec des collants enfin, antiques, etc. Donc en fait, le théâtre est toujours là chez Renoir, sauf que là, il est vraiment porté à un point d'aboutissement. Bien sûr, dans la scène de la danse macabre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous vous souvenez qu'on a une scène qui commence par les mains de Charlotte au piano et qui lance toute cette scène de spectacle, dans le film. Et puis on a ensuite le même plan sur le piano avec la partition, sauf que c'est un piano mécanique. L'importance des objets mécaniques, elle est évidemment allégorique, métaphorique, c'est-à-dire que cette société, c'est une société mécanisée, en quelque sorte, dans ses règles, dans son libertinage. Son libertinage a quelque chose de mécanique. On sait bien qu'un tel prend une maîtresse et puis que ça va s'user. Il y a quelque chose de cassé, comme dit Lisette au début à Octave. Donc évidemment, cette métaphore du jouet mécanique, elle est très importante. Et je le disais, elle va culminer avec le limonaire qui commence à se détraquer méchamment quand va y avoir la mort, enfin l'approche du coup de feu fatal. Donc pourquoi je disais ça? Ah oui, pour l'histoire du piano mécanique, parce qu'effectivement, à ce moment-là, commence, me semble-t-il, une sorte de film de fantôme. Et vous vous souvenez que dans ce plan, alors le moment dans La Grande Illusion, exactement, c'est exactement, tout à fait. Tout à fait. Je sais pas, vous étiez là pour La Grande Illusion la dernière fois. Effectivement, donc c'est la fameuse scène, effectivement, moi, ma préférée de La Grande Illusion, où les soldats ayant reçu les habits dans la malle, dans La Grande Illusion, donc les touchent, les palpent, etc., s'extasient de manière érotique sur ces matières, la soie, les petites chaussures de femmes, les robes et tout ça, et puis où l'un d'entre eux est donc désigné pour se travestir, et où tout à coup, tout le monde, les Anglais qui sont en train de répéter en drag queen, les gens qui sont en train de fourrager dans la boîte, tout le monde s'arrête, et il y a cette guirlande qui relie tout le monde, et ce mouvement de caméra, ce silence, et tout à coup, mais c'est vrai que tu as l'air d'une vraie fille, et tout le monde est sidéré par tout à coup cette apparition érotique, justement, et ce trouble de changement de sexe. Et effectivement, la scène du piano, comme ça, où on revient sur la scène à partir d'un plan sur celle qui jouait du piano et qui regarde les notes comme si elle jouait toute seule malgré elle, et puis d'autres gens autour, ils sont immobiles, ils sont filmés de manière fixe, complètement non naturelle, et qui rompt avec la fluidité de toute cette légèreté tourbillonnante de tout le film. Donc il y a des points d'accroche, et à partir de ce moment, on pourrait dire que ça devient un film de fantôme. Donc le piano mécanique, bien sûr, la danse macabre de Saint-Saëns, et puis surtout cette rupture de la rampe, de ce qu'on appelle la rampe, c'est-à-dire la séparation entre la scène et le public, puisque les espèces de fantômes avec leurs parapluies, là, les squelettes, envahissent la salle, et que c'est à ce moment-là que les gens ne vont plus savoir
si le coup de feu, c'est une attraction, comédie supplémentaire, ou si c'est vraiment la vie. Et exactement, l'invité homosexuel, qui est très androgyne et compagnon de Charlotte, dit ah mais on a cru que c'était une attraction. Voilà. Donc tout à coup il n'y a plus de séparation, si vous voulez, entre le théâtre et la vie, et cette invasion de la théâtralité, du régime théâtral, disons, dans la vie, c'est évidemment au cœur du cinéma de Renoir. Et j'espère que vous viendrez voir, bien sûr, Le Carrosse d'Or et French Cancan, mais c'est évidemment des films qui prennent ça pour sujet. Donc on a l'impression qu'il y a une montée en puissance de cela. Mais ici, cette théâtralité, elle prend quand même la forme très sinistre, enfin très inquiétante, d'abord d'une réécriture de l'histoire. Et effectivement, vous noterez que dans la scène finale où le meurtre est requalifié en accident, Schumacher, d'une manière performative, dans le discours de son ancien maître, puisqu'il a été viré, est immédiatement réembauché, puisque mon garde-chasse a cru que c'était un braconnier attiré, etc. Donc voilà, il n'a jamais été viré, tout est réécrit. Donc il y a ça, il y a cette réécriture-là du théâtre. Donc c'est pas uniquement le jeu, le théâtre. C'est pas une possibilité de se déguiser, d'aller vers un changement de sexe, etc. C'est aussi une manipulation, c'est aussi quelque chose de très inquiétant. Et puis, au plan du piano mécanique qui joue tout seul sous les yeux de la pianiste un peu inquiet, va répondre à la toute fin, ce tout dernier plan, bien sûr, des gens qui rentrent dans le château et qu'on ne voit pas puisqu'on ne voit que des ombres. Voilà, choix de mise en scène extraordinaire que cette façon de filmer les membres de cette société comme déjà morts, on pourrait dire. Et en même temps, ils continuent de dominer, parce que dominer, c'est justement pouvoir réécrire la règle tout le temps pour continuer à être le maître, quoi. Donc pour ça, il n'a pas perdu. Il n'a pas tout à fait perdu. D'ailleurs, il n'a pas perdu sa femme, la Chesnais. À la fin, elle est toujours là. Donc c'est inquiétant aussi dans le fait que le statu quo règne, bien sûr. Oui, c'est l'heure. On peut conclure là-dessus. En tout cas, voilà, pas beaucoup de paroles qui vous est données, je suis désolée. Je savais que ce film était trop riche pour qu'on ait un échange. Voilà. J'espère quand même qu'il vous a plu. Et que vous viendrez pour Le Fleuve le 3 avril. Je vous donne rendez-vous, oui, pour Le Fleuve, film si peu vu dans la filmographie de Renoir, premier film en couleur, complètement fou. C'est vrai qu'on saute par-dessus la période américaine. Peut-être je vous amènerai un extrait quand même d'un film, parce que c'est un peu rude de passer directement, mais c'est un film d'une grande beauté, d'une grande pureté et très très solaire, on pourrait dire. Et cette fois, on aura une belle copie, puisque c'est réédité par Carlotta il n'y a pas longtemps, donc c'est garanti. C'est une très belle copie, et il y a une petite fille, donc il faut venir. Merci. 3 avril.